Bonjour, bienvenue. Merci d'être là et d'être si nombreuses et si nombreux. Rétrospective de tous les films d'Otto Preminger depuis le 2 janvier jusqu'au 2 février à la Cinémathèque française. Et aujourd'hui, projection d'un film de la première période, pourrait-on dire, Femme ou maîtresse, Daisy Kenyon, un film sorti en 1947, film de la première période d'Otto Preminger, période 20th Century Fox, une époque où, jusqu'en 1951, de 44 à 51, en 7 ans, il tourne quelques 10 films, dont évidemment celui-ci, sur lequel on va revenir avec Muriel Joudet, non seulement là en quelques mots, mais surtout après la projection. Après la projection, eh bien, on vous dira ce que l'on sait, ce que l'on a vu, vous nous direz ce que vous avez vu. On parlera évidemment d'Otto Preminger, de Joan Crawford, on parlera aussi de la censure, on parlera évidemment de mise en scène, on parlera des acteurs, parce que c'est un drôle de woman's picture que vous allez voir, les deux acteurs, Henry Fonda et Dana Andrews. Bref, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce film qui, à sa sortie, avait paru mineur, dont Otto Preminger dit dans son autobiographie qu'il ne se souvient pas de l'avoir tourné, mais qui, au fur et à mesure des années, est devenu une référence et considéré aujourd'hui comme un de ses films importants. Voilà, donc c'est tout ça qu'on essaiera de déployer avec Muriel. Muriel, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est journaliste et critique au journal Le Monde, sur le site Hors Série. Elle a publié dans le programme de la Cinémathèque un très beau texte sur Otto Preminger pour cette rétrospective. Je vous invite à lire la version longue sur le site de la Cinémathèque française. Voilà. Muriel, tu veux dire quelques mots avant la projection ? Oui, bonjour à tous. J'ai choisi de dialoguer après ce film parce que déjà en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point c'est sans doute l'un des plus beaux films de Preminger. Et ce qui me frappe à l'intérieur, c'est la modernité du film, c'est-à-dire qu'on est quelque chose... C'est un film c'est presque du pré-Woody Allen, au sens où, pour moi, le Hollywood classique, c'est le mariage. C'est le mariage comme valeur absolue, esthétique et morale. Il faut clôturer le film, et c'est le mariage qui vient clôturer le film. Et c'est, à mon avis, pas pour rien que Preminger fait un film de divorce, parce que il veut sans cesse, depuis son premier film, pousser les murs du film de studio, pousser les murs de la morale, pousser les murs de la société américaine, et que, en revoyant le film, j'ai l'impression que même si la censure est bel et bien présente, même si Joseph Breen a bien l'œil sur le film, et on en parlera, il y a quand même une réussite de la part de Preminger, c'est qu'il a réussi à pousser les murs et qu'on sent que malgré ces histoires de mariage, de divorce, d'union, on sent que les êtres planent quelque part dans une forme d'anomie, qui sont tout à leur névrose et qui ne sont jamais présents dans la scène. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que vous allez tous être sensibles à ça, et aussi sensibles au fait que, et ça c'est, je pense que le spectateur moderne s'en rend compte, que qu'on voit la cicatrice de la censure sur le film, qu'on voit comment finalement on comprend ce que Preminger a voulu faire, et ce que la censure a tenté de brimer. Et je finirai juste avec le premier avis donc, de cette commission de censure, qui, en lisant la première version du scénario, a écrit « L'histoire est inacceptable car, en raison de son manque de considération pour le caractère sacré de l'institution du mariage, en outre, le texte met l'accent de manière excessive et à notre avis inutile sur la boisson et l'alcool, ce qui devrait être éliminé. » Donc ça, c'est important de savoir qu'ils sont peut-être tous bourrés pendant le film. C'est pas ça change quelque chose. Voilà. Bon film, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, on vous en dira plus. Merci. Bien. Voilà. Donc, 1h30, 1h35 après, donc Femme ou maîtresse, Daisy Kenyon. Comme on a vu et revu, mais vu surtout le film sur grand écran ensemble, j'ai toujours envie de demander à l'invité, en l'occurrence à toi, Muriel, si en voyant le film comme ça sur grand écran, il y a quelque chose par quoi tu as envie de commencer, c'est-à-dire que ce soit un aspect de mise en scène, un personnage, un détail, une réplique, quelque chose qui t'a frappé là cette fois-ci et que tu aurais envie de pointer. Il y a beaucoup de choses. J'avais le cerveau en ébullition parce que le film est extrêmement riche, et je l'avais vu il y a 3 mois sur ma télé, et là forcément les silences sont plus intenses sur l'écran de la salle Langlois, tout est plus intense, tout est plus intensifié et plus visible. Donc j'ai vu
les moments de réflexion, les moments de pause, les moments de silence, qui m'avaient un peu échappé quand je l'avais vu. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, j'ai beaucoup pensé en fait à... Je me suis dit, je parlais de pré-Woody Allen, mais en fait c'est parce que c'est quelque chose de très simple, c'est l'arrivée de l'inconscient dans le cinéma américain, et qui est là très clair, et aussi qui était très visible, c'est-à-dire les lapsus, le lapsus d'Anna Andrews, qui est absolument magnifique. L'idée en fait l'image du taxi qui emporte Dana Andrews à une adresse voilà, qui lui a échappé, je trouve que c'est une image qui résume le film. Et donc les cauchemars aussi, et le fait aussi, ce que je trouve vraiment, vraiment magnifique, c'est cette contradiction avec un film extrêmement sophistiqué qui n'a pas peur de sa sophistication, ces personnages surcivilisés, suréloquents, extrêmement adroits quand il s'agit de parler de leurs sentiments, et en même temps cette sursophistication est pourtant l'image d'une impuissance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intelligent, et là, pour moi, là, il y a vraiment Preminger dans toute sa force, c'est-à-dire le film nous raconte sans cesse, en nous montrant une chose, il nous montre son contraire. Et donc je pensais à Mankiewicz, je pensais à cette idée que finalement le langage est toujours, chez les grands cinéastes du langage, quelque chose de l'ordre d'une fausse maîtrise, ou de l'illusion d'une maîtrise, ou d'une maîtrise qui arrive trop tard. Et là on le voit très bien, il y a plein de répliques, on sent que les personnages essayent de reprendre le contrôle sur leur vie par le langage alors que c'est trop tard, ou alors parce qu'ils sont agis par leur inconscient, ou par leur névrose, ou par le fait qu'ils sont en fait habités par... on voit bien avec Henry Fonda, c'est la guerre, c'est le deuil. Et là, je me disais, je pensais à la maison du docteur Edwards, et à ce moment, donc d'après-guerre, qui a vraiment aussi changé Hollywood, où... et je pensais beaucoup au fait que c'est peut-être la première fois, à part dans des films qui parlent vraiment de psychanalyse, où on voit la relation amoureuse traitée comme, et c'est très juste, traitée comme une relation d'infirmière à patient. Et ça, c'est... alors, dans la maison du docteur Edward, dans Le secret derrière la porte, c'est le sujet du film. Et là, Preminger nous dit, non, en fait, c'est aussi un mode d'être de l'amour. Et le fait que Henry Fonda soit tout le temps en pyjama et elle habillée, voilà. Il insiste beaucoup sur ça, puis ensuite il y a Dan Andro qui dit tu es une infirmière. Enfin, le film est extrêmement... En fait, le film n'a pas peur de son intelligence et n'a pas peur de l'intelligence du public. Et c'est là qu'on retombe sur le génie de Preminger, c'est-à-dire n'ayons pas peur de faire des films adultes. Hein, c'est lui-même qui le dit, je ne fais pas des films immoraux, mais des films adultes. Non, mais c'est vrai quand tu dis qu'elle est à la fois... Enfin, cette présence, disons, pour le dire rapidement, du freudisme dans l'immédiate après-guerre et la façon dont elle se comporte à son égard, dans la façon dont le personnage féminin de Daisy Kenyon se comporte à l'égard, par exemple, du personnage de Peter, joué par Henry Fonda, quand effectivement il lui livre son traumatisme comme en séance et qu'il lui dit « voilà, je suis malheureux pour telle raison », elle lui répond comme un psychanalyste, c'est-à-dire qu'elle lui répond en lui disant « oui, oui, ça ce sont les faits, mais on va mettre de côté le mélodrame ». Donc tout d'un coup, elle coupe court à tout sentimentalisme, à tout romantisme, à tout auto-apitoiement, et elle l'oblige en quelque sorte à franchir un cap, et lui d'emblée il en tombe 2 fois plus amoureux. Quoi. Et puis lui il la tient, enfin, on voit bien qu'il la piège par sa faiblesse. C'est là où le film est absolument anti-romantique, au sens où je trouve que c'est très dur de voir où est l'amour dans le film. Le mariage, c'est pas l'amour. On voit que ce qui lie les êtres entre eux, c'est tout sauf l'amour. C'est de la névrose, c'est de l'envie de... typiquement d'Anna Andrews, c'est de l'orgueil, c'est-à-dire à partir du moment où elle est indisponible, il finit par vouloir la récupérer. Henry Fonda tient Joan Crawford par sa faiblesse, hein, vient me guérir. Et voilà, et tout le monde se tient par des choses. Il y a aussi le lien matériel entre Dana Andrews et sa femme. Et donc on se demande aussi où est l'amour. Et je trouve que là, le mariage est vraiment complètement dévidé de tout mysticisme, de tous ces mirages. Et qu'on voit bien à la fois à la fin, la fin est quand même très claire, que le mariage est un piège tendu aux femmes, dans les 2 cas. C'est-à-dire que ceux qui bougent dans le film, c'est les hommes, et c'est pas pour rien que le film s'ouvre sur Dana Andrews qui marche, puis cette histoire de taxi,
Et ça c'est très important chez Preminger, qui a le contrôle sur l'espace, qui se déplace, et pendant que les femmes en fait sont cantonnées à une seule pièce. Le petit Crawford bouge, il y a quand même le petit appartement dans lequel elle est. Enfin, on sent bien, même si on n'en prend pas conscience tout de suite, que les hommes se déplacent et que les femmes restent fixes. Alors, quand tu dis ça, j'en viens alors pour le coup immédiatement à la fin que tu évoques, parce que à la fois à la fin du film, il y a un happy end, il y a un mariage en quelque sorte qui va enfin tenir la route. Effectivement, elle est à sa place là où elle désirait être, mais avec un autre homme. Mais est-ce que, d'une certaine manière, on peut considérer cette fin comme la fin du film ou comme la seule fin? Est-ce que, justement, dans le film, la manière dont on travaille la question des limites, il n'y a pas une autre fin cachée, ou en quelque sorte presque avouée à la presque fin du film? Oui, c'est là qu'on voit la tension évidente entre censure, ou en tout cas respect des règles, c'est-à-dire, en fait, il faut pas, à Hollywood, il ne faut pas laisser une femme toute seule, donc il faut la mettre quelque part, et en même temps, Preminger veut que tout le monde s'unisse seul. Donc on a cette tension comme ça entre, bon, il va falloir bien caser quelque part désigné de Kenyon, et en même temps, alors je parlais de Woody Allen, mais c'est aussi presque du pré-Cassavetes, au sens où les gens sont planent comme ça dans une sorte, on est sur notre planète, ils planent, il n'y a plus rien qui les relie aux autres, il n'y a plus les institutions. Enfin, moi je sens ça, alors c'est évidemment pas du Cassavetes, mais je sens quelque chose qui arrive bientôt, et 20 ans après, 30 ans après. Mais donc je sens cette tension de Preminger qui veut que les choses restent irrésolues, ce qu'il va faire dans la deuxième partie de sa filmographie, où il va être complètement libre et indépendant. Ne pas finir, on n'est pas obligé de tout résoudre. La fin d'un film n'est pas forcément une résolution, donc on va laisser les fins ouvertes. Et je pense beaucoup au tout dernier plan de son tout dernier film, The Human Factor, qui est un téléphone décroché qui pend sur son fil. Et pour moi, c'est vraiment une image qui résume ce que voulait Preminger, c'est-à-dire on ne va pas clôturer les choses. Et ça, je pense que n'importe quel spectateur sent que Crawford va être toute seule. Mais que ce n'est pas possible parce qu'on est en 47 et qu'en 47, il faut qu'un des deux reste auprès d'elle. Et moi, là, ça m'a frappé à quel point les deux étaient extrêmement gênants. C'est-à-dire que la question du désir et de ce que veut Crawford est complètement niée. Et Henry Fonda s'impose jusqu'au bout. Et de fait, quand on regarde comment a été remanié le scénario à plusieurs reprises, on voit que ce que je vous disais au début de la séance, que les choses les plus importantes pour Joseph Breen étaient vraiment le patron de la censure. Le patron de la censure, c'était vraiment de condamner déjà l'adultère, de faire en sorte de faire la promotion du mariage. Alors il y a plein de négociations avec Daryl Zanuck, le producteur. Il y avait même un discours qui était prévu où Daisy Kenyon parle de l'institution du mariage, où elle dit tes racines sont ta femme et tes enfants, Dan, et même si ce sont des racines malsaines, ce sont les tiennes, et c'est là que tu appartiens. Alors, je pense que je mal traduit, mais vraiment c'était un discours extrêmement édifiant qui restaurait l'institution du mariage. Il y avait aussi, donc il fallait souligner la nocivité de l'adultère, il fallait insister sur le fait que Daisy veuille mettre fin à sa relation avec Dana Andrews, qui a été de fait fait dans un premier temps, puis ensuite dans un second temps, le scénario plaisait toujours pas au code de censure, donc on a encore de nouveau arrondi les angles, et surtout ce qui est, alors sur la question de la censure, en plus Otto Preminger venait de faire Ambre, qui est peut-être le film avec lequel il a eu le plus de problèmes, et c'était toujours une histoire de sexe illicite. Et à ce moment-là, Joseph Breen disait il faut un moment de régénération morale du personnage. De Ambre, il faut que vraiment un moment... en fait, il faut toujours équilibrer. Si votre personnage commet un péché, il faut qu'il soit puni. Il faut toujours rééquilibrer les forces, et puis punir les personnages, et puis les restaurer moralement. Et là, ça traverse vraiment la filmographie de Preminger, hein, cette tentative à chaque fois
de déséquilibrer les forces de son film, de ne pas restaurer moralement ses personnages. Et donc, pour finir sur la censure, sur la question de l'alcool, parce que je pense que c'est très important et qu'il y a un détail dans le film qui me semble qui est vraiment le nœud du film, c'est que donc on va faire boire du café à Dana Andrews plutôt que de l'alcool. Il y a plein d'échanges avec Zanuck et Joseph Prince sur le fait que voilà, il faut enlever les occurrences et même on les fait boire du lait. Et je me disais en voyant le film, voilà, quel homme de je sais pas, 45 ans boit du lait avec autant de joie et voilà, de volupté. Et en fait, c'est ça la question entre Preminger et la censure, c'est est-ce qu'on boit du lait ou est-ce qu'on boit de l'alcool? Bon, je ne vais pas faire la promo de l'alcool, mais on va dire que c'est une boisson pour adultes et que justement l'enjeu est de faire des films pour adultes. Et ça, c'est très drôle de voir Dana, enfin, c'est génial. Il y a même une scène drôle, mais presque un peu étrange, et qui semble un dialogue entre Preminger et le MPPC, c'est-à-dire le bureau de la censure, Motion Picture Production Code, où ils sont tous les trois à table, un bourbon, 2 martinis, et puis la tension monte entre les personnages, et elle dit « Ah, j'aurais besoin d'un 2e martini », et l'autre lui dit « Mais t'as pas touché au tien », et elle n'y touche toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film dans lequel, quand on verse de l'alcool, personne ne touche à son verre. Ça, voilà. On le verse à plusieurs reprises. Je l'avais noté, ça c'était très important, c'est souligné dans la biographie de Chris Fujiwara, qui est absolument génial. Il faut dire, le livre de Chris Fujiwara, qui est un critique de cinéma, a publié un ouvrage sur Otto Preminger en 2015, qui est effectivement l'un des plus beaux livres qu'on puisse lire sur Preminger. Oui, grand critique, ça n'a pas été traduit, ça s'appelle le monde et son double, qui est un titre magnifique, et il raconte aussi le fait que les personnages ne boivent pas leur verre. Donc ils s'en préparent, voilà, c'est tous un peu ils préparent des cocktails, mais ils ne les boivent pas, c'est assez drôle. Et vraiment, on sent que, du coup, oui, là, c'est assez frappant comment, même ça finit sur ça, que le thème de l'alcool est vraiment central dans le film. Et même à un moment, elle est à la gare et elle attend Dana Andrews encore une fois, et elle dit, alors c'est mal traduit, mais grosso modo, elle lui dit est-ce que tu as déjà essayé de faire durer un martini pendant 1 heure? Voilà, et elle n'y a pas touché non plus. Bref, voilà, il y a tout un sous-texte comme ça, mais de même, alors, sur la question de la censure, pour juste compléter ce que tu disais, c'est vrai que le bureau de la censure exigeait qu'il soit clair que l'amour entre Dan et Daisy, donc l'amour illicite, puisque lui marié, devait être perçu et représenté comme répréhensible. Et puis, le bureau avait demandé aussi à ce qu'à la fin, il soit très clair que Dana Andrews rentre chez lui, c'est-à-dire retrouve sa femme, ce que le film ne fait pas. Mais ça faisait partie des recommandations, des exigences, des demandes, et donc on comprend là que faire un film à cette époque-là, en studio, avec un scénario sur un triangle amoureux, implique tout un jeu de contournement, bref, il fallait ruser, et c'est là que Preminger, justement, à la fois était très fort, et finalement ne voulait pas rester, et l'un des premiers à être sorti en quelque sorte de ce système. On se disait aussi, alors peut-être il faut revenir très rapidement sur l'origine du scénario, c'est-à-dire le roman de 1945, donc 2 ans avant le film, qui initie évidemment cette intrigue, et peut-être revenir aussi sur les comme on a parlé de sous-entendus, mais aussi les sous-intrigues qui existent dans cette intrigue principale. Alors, à la base, c'est un roman d'une écrivaine qui s'appelle Elizabeth Janeway. Il y a très peu de choses sur elle, même je n'ai pas trouvé ses livres, même ils n'ont pas été réédités ni en anglais, ni jamais traduits, qui était aussi critique littéraire et qui a écrit des romans sur les femmes modernes d'après-guerre, sur comment concilier. Enfin, je pense que ça appartient un peu à ce courant un peu dur à cartographier qu'on appelle un peu pré-féministe, c'est-à-dire c'est entre 2 vagues de féminisme, il y a les ferments de féminisme, mais encore dans des cas isolés, des romancières et des artistes qui s'emparent de la question de la condition féminine
et les américaines, mais qui ne sont pas encore répertoriées ou reliées à un genre, ce qu'elle va faire après, à partir des années 60-70, elle va être très amie avec les grandes féministes de la deuxième vague, c'est-à-dire Betty Friedan, Kate Millett, Gloria Steinem. Mais en attendant, donc, elle écrit ce roman, et la Fox achète les droits du roman avant que le roman ne paraisse. Joan Crawford, qui n'est pas du tout à la Fox mais à la Warner, est prêté à la Warner est prêté à la Fox par la Warner. Alors j'ai lu chez Fujiwara qu'apparemment Crawford avait aussi essayé d'acheter les droits du roman. Donc elle voulait vraiment jouer ce rôle-là. C'est elle-même qui choisit Dana Andrews et Henry Fonda, qui ne voulaient pas faire le film. Et Henry Fonda va dire je ne voulais pas le faire, mais comme c'était pas mal, je ne me suis pas trop battue, le scénario était pas mal, le film était pas mal. On comprend pourquoi, parce que on est dans l'économie de ce qu'on appelle le women's picture, qui est déjà des films qui sont véhicules, qui ont pour véhicule des grandes stars, donc Betty Davis, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, et que forcément les personnages masculins vont être souvent font figure un peu de faire valoir, ou en tout cas passent un peu derrière. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, et c'est là que Preminger aussi pousse les murs du genre. Et donc forcément Henry Fonda et Dana Andrews, qui sont des acteurs de premier plan, ne voulaient pas forcément jouer. Voilà, souvent c'est des acteurs un peu fades qui jouent dans ce genre de film, et c'est donc Crawford qui est la star. Il y a même l'anecdote qui veut qu'elle voulait que le plateau reste à 14 degrés. Et du coup tout le monde avait froid, mais c'était une de ses exigences. Alors je sais pas pourquoi, peut-être des questions de maquillage mais ça c'est très drôle, puis ça correspond bien au film, hein, l'idée que l'atmosphère doit être glaciale. Voilà. Et tout s'est très bien passé, contrairement à beaucoup de fois avec Preminger, qui trouvait que Crawford qu'il avait absolument rien à lui dire, qu'elle avait son personnage dans la peau, et Henry Fonda aussi parle de ça. Voilà, pour le résumé du roman. L'actrice qui joue l'épouse de Dana Andrews, j'ai encore oublié. J'avais pas de regarder son nom. Mais en tout cas, l'actrice qui joue l'épouse a donné un témoignage en disant que sur le plateau, il y avait 2 tyrans, Otto Preminger et Joan Crawford, et que tout s'est très bien passé parce que ça s'est annulé d'une certaine manière, et qu'ils se sont très bien entendus. Et on sent là, c'est ça qui est très beau quand on voit, juste avant, elle avait fait Mildred Pierce. Donc à la Warner. Voilà, et on voit quand même comment Preminger vraiment s'empare du women's picture, et s'empare aussi comment il défait complètement l'idée d'un film complètement tourné autour de sa star. On ne retrouve pas la même grammaire qu'il y a habituellement dans les films de Crawford. Alors il y a quelques gros plans, mais on n'a pas cette... Crawford, c'est le mélange de deux choses. C'est une sorte d'expressionnisme de la lumière et des costumes et du maquillage, mais qui vient apposer sur des films très réalistes. Donc ça crée une sorte de déséquilibre permanent entre la grande diva façon Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, le glamour à l'intérieur du réalisme, à l'intérieur de la quotidienneté. Et là, je trouve qu'on sent que Preminger il a d'autres chats à fouetter que Crawford, et qu'elle est quand même, elle retrouve sa place à l'intérieur d'une galerie de personnages et de thématiques. Oui et non, parce que, alors, comment dire, il y a une chose que tu as dit, bon, tant pis, non, sur le woman's picture, c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que c'en est évidemment un, et en même temps, les 2 personnages masculins sont tellement forts, tellement dessinés, les complexités quand même qui traversent Dana Andrews, ou l'étrangeté, l'énigme que représente le personnage d'Henry Fonda, et comment eux aussi ont un trajet dans le film, hein, Dana Andrews, disons, de l'assurance insupportable, la manière dont il entre chez Joan Crawford, hein, il est un propriétaire, c'est le service. C'est un homme qui se sert. Il arrête la musique, il va prendre le café, enfin il est chez lui, quoi. Ouais. Bon, c'est quand même quelqu'un qui fait un trajet, disons, de la morgue à l'humilité. Donc c'est pas seulement des faire valoir, c'est un woman picture, mais les personnages masculins ont une vraie, j'allais dire une vraie présence, ils sont pas là simplement pour jouer les utilités. Et en même temps tu disais, c'est vrai, c'est une actrice expressionniste qui s'inscrit finalement dans un ensemble réaliste, elle-même de ne plus jamais quasiment se retrouver en situation de devoir partager à ce point la vedette avec des présences masculines. Et puis,
esthétiquement dans le film, elle a quand même un registre. Alors la copie là est, je trouve, sur les contrastes est faiblarde, mais si elle était mieux contrastée, on le verrait encore plus. Mais je crois que là, on le voit aussi vraiment. Elle a droit à un régime de lumière particulier dans le film. C'est très clair, les gros plans sur elle, Léon Chabrol, donc, qui est le directeur de la photo, l'éclaire d'une manière qui n'est que pour elle et que à son service, quoi. Ça pourrait être la définition la plus concrète d'une star. C'est quelqu'un qui est éclairé différemment des autres. À chaque fois, tout le monde le prouve. Et Crawford, c'était vraiment ça. On peut la voir à chaque fois dans les films. Elle a un type d'éclairage très particulier, avec ce jeu d'ombre, ce jeu expressionniste, vraiment de lumière, qui est pas le plus intense ici, surtout avec cette copie, mais qui va ensuite exposer dans d'autres films. Donc il y a une distinction par la lumière, qui est déjà comme ça que ça fonctionne à Hollywood, c'est-à-dire il y a vraiment un éclairage particulier pour les stars de premier plan et pour les autres. Et puis aussi, il y a tout ce travail. Une star, c'est aussi quelqu'un qui est photographié par des grands photographes. Je pense à Georges Hurel, qui est le grand photographe du glamour hollywoodien, avec cette image très satinée, et qui produit des images très glamour, très érotiques, un peu à la studio hardcore, je pense que vous voyez. Et donc, une star, c'est intimement lié à l'idée de lumière. En fait. Oui, voilà. Oui. Parce qu'aucun des deux hommes n'est éclairé comme elle quand elle est seule dans le plan. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gros plans sur elle où on voit bien que la lumière lui fait un bandeau lumineux sur les yeux, ou alors qu'il y a une lumière diffuse dans ses cheveux. À aucun moment, Dana Andrews, Henry Fonda ne bénéficie en quelque sorte d'un tel éclairage, d'une telle mise en avant. Tu le dis, c'est la lumière de la star. Et de la star aussi, actrice, de la femme voilà. aussi, et de la, ne sont pas éclairées de la même manière. Le personnage, qui évidemment cherche aussi la lumière, parce qu'on la voit bien au début dans le noir de son appartement, mais il y a aussi le fait, on se le disait avant la séance, le fait que le personnage féminin dans le roman a 32 ans, et qu'elle en a 42. Et que pour le studio hollywoodien, c'est une vraie question. C'est-à-dire comment rendre en quelque sorte crédible Joan Crawford par le maquillage et par la lumière dans un rôle dont, selon les codes de l'époque, elle n'a pas l'âge. Donc il faut vraiment lui créer, d'un point de vue d'éclairage, les conditions en quelque sorte d'une sorte de crédibilité et en même temps de surréalisme de son propre rôle. Oui, ça je ne savais pas pour la différence d'âge, mais c'est presque le privilège des actrices, c'est-à-dire le décalage entre leur âge fictif et leur vrai âge. C'est aussi, en plus, c'est vraiment quelque chose qui puis on sent bien en fait, maintenant que j'ai l'information, que c'est quelqu'un qui doit choisir sa vie et qui doit choisir son destin. Et donc voilà, ça se joue plus à la trentaine qu'à la quarantaine. Et ça, c'est quelque chose, je pense que dans le cas des films hollywoodiens. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le Women's Picture. Et le texte de Mark Rapaport que tu m'as envoyé, qui est un long texte sur Daisy Kenyon, parle bien du fait que dans la tentative de féminiser Daisy Kenyon, d'en faire, et pas juste Daisy Kenyon, mais de ramener les films au Women's Picture, c'est-à-dire des films par les femmes, pour les femmes, sur des femmes, il y a la tentation aussi de mépriser ce genre et de le ramener à des trucs de bonnes femmes. C'est vraiment ça, c'est comme ça qu'est perçu, déjà aussi par les studios, le Women's Picture, même si c'est pour moi des très grands films et il y a des très grandes choses qui ont été faites. Et pour moi, c'est là où Preminger déborde complètement le genre, c'est qu'il est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose d'existentialiste, ou en tout cas l'idée que dans les plus grands Women's Picture, choisir un homme, c'est se choisir son destin, c'est choisir une option dans la vie. Et c'est le ou bien de Kierkegaard, qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça, où il oppose deux visions du monde, une vision de l'existence esthétique et une vision de l'existence éthique, et il dit le ou bien, c'est la formule qui donne forme à ce moment décisif du choix. Et qui, à un moment, il dit, où on tremble devant, qui est un moment qui me rend grave et qui me fait trembler, et qui me rend fébrile. Et moi, je sens vraiment ça dans le film.
c'est ce ou bien permanent qui est quelque chose qui traverse la première partie de la filmographie de Preminger, et notamment ce qu'il fait avec Dana Andrews dans Crime passionnel, c'est-à-dire je dois choisir entre une femme et une autre, et chaque femme correspond à un type de vie et à un type d'existence. Et c'est ce moment du tremblement que saisit le film, et qui n'est pas seulement celui de Joan Crawford. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait c'est aussi Dana Andrews qui doit choisir, et qu'on a, voilà, tout se dédouble dans le film. On a un homme qui doit choisir, on a une femme qui doit choisir, et ils doivent choisir entre deux options qu'on retrouve très souvent chez Preminger, qui est la femme de rêve, la femme dans la tête, la femme dans sa tête, la femme qui est irréelle, fantasmée. C'est ce qu'on voit dans Crime passionnel, qui est incarné magnifiquement par Linda Darnell, et puis la femme concrète, qui tout de suite voit un peu moins de rêve, mais au moins c'est la réalité. Et Preminger, je trouve qu'il est toujours entre ces deux espaces, c'est-à-dire un espace complètement fantasmatique et l'espace de rêve qu'on va voir aussi dans le Cardinal. Enfin, c'est quelque chose qui va... cette superposition de deux espace mental, espace conscience et réalité, et comment ces deux-là vont se valser ensemble et s'interpénétrer et entrer en conflit. Pour moi, c'est à ça que sert sa mise en scène. C'est entremêler ces deux espaces. On va revenir justement d'un mot sur la question de l'espace, et après on vous donne bien sûr la parole. Il y a une chose encore qu'il faut qu'on dise ou qu'on redéploie par rapport à l'intrigue, c'est que tu me disais que par rapport au roman qui date donc de 1945 et dont l'intrigue se situe au début des années 40, il y a tout un travail fait par le film, donc qui sort en 47, j'allais dire d'actualisation. Il y a toute une série d'actualisations où d'à côté, en quelque sorte, de sujets secondaires dans le film qui appartiennent pleinement à leur époque. Déjà, il y a les Nicées, c'est-à-dire Dana Andrews qui défend, et en plus c'est magnifiquement amené par l'idée qu'il va défendre un Américain d'origine japonaise qui a été exproprié, en fait pour la gloire, hein, c'est ce qu'on comprend, ou en tout cas pour se faire bien voir de Daisy. Et ça, c'est quelque chose de typiquement Preminger. On a ça, donc on a il faut juste dire par rapport à ça que cette histoire de dite en 1947 défendre un Américain, enfin, dans un film hollywoodien, défendre un Américain d'origine japonaise 2 ans après la fin de la guerre et faire en quelque sorte allusion même de manière très discrète à la façon dont les Japonais ont été traités sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quasiment du jamais vu, du jamais entendu. Donc là, c'est quand même présent dans l'intrigue, ça voyage dans l'intrigue. On comprend que il se fait même la manchette de journal qu'il envoie à Daisy Kenyon, il se fait tabasser lors du procès. Donc c'est vraiment la mention d'une réalité sociopolitique rarissime dans le cinéma hollywoodien de cette époque. Alors j'ai lu chez Fujiwara que c'était la première fois qu'un film parlait de ça. Et ce qui est fascinant à voir par rapport à la deuxième période de Preminger, c'est comment on est dans un film de studio très contraint. Hein, je reprends l'image de la boîte, et on verra si ça va revenir sur la mise en scène. On est sur un thème des personnages. Comment on fait pour faire rentrer le monde dans le film quand on est quelqu'un comme Preminger, c'est-à-dire obsédé par ce qu'on va voir, fasciné par l'état du monde, des institutions, la géopolitique, par le monde, j'ai pas d'autres mots, mais on va résumer ça comme ça. Et le présent aussi, ça c'est quelque chose qui est très important par rapport au roman, c'est que le roman se passe en 42, je crois, et le changement décisif, c'est qu'ils vont le mettre au présent, donc en 46, 47, et que ça va tout changer puisque ça va faire venir l'après-guerre et la guerre dans le film. L'allusion d'Henri Fonda au fait qu'il a été en Allemagne après-guerre, quoi. Voilà, c'est ça. Dans les troupes d'occupation. Voilà, donc c'est un petit décalage de rien du tout qui fait que d'un seul coup le présent et l'histoire rentrent dans le film. Et le présent, Preminger en parle beaucoup en interview, il dit « moi ça m'intéresse pas, les histoires du passé ». Il est obsédé par le présent, par le fait de métaboliser le présent le plus vite possible, et c'est pour ça qu'on trouve chez lui nulle trace de nostalgie, où vraiment il est toujours, il s'astreint à être de son temps. Et donc comment on fait rentrer du monde? Par de l'allusif.
c'est-à-dire du hors-champ, cette histoire de Nicée, puis tout est en fait hors-champ, c'est comme la violence de la mère, hein, les enfants battus, on a plein comme... Il y a une manière comme ça on sent qu'il veut remplir le film comme ça au maximum jusqu'à implosion de thématiques pour que le film soit toujours autre chose que ce qu'il doit être, c'est-à-dire autre chose qu'un romance picture, autre chose qu'une histoire d'amour. Il faut vraiment remplir le plus possible le film. Et alors là, on n'a pas grand-chose sur qu'est-ce qu'a rajouté Preminger, mais il me semble assez évident qu'il l'a fait avec son scénariste et il y a toujours cette idée, un film ce n'est pas un thème. Ça c'est une idée complètement souvent qui donne des mauvais films, quoi. Mais un film c'est autre chose qu'un thème, c'est autre chose qu'une conclusion. C'est une sorte de choses pleines d'histoire et qui hors-champ d'altérité du reste du monde, d'une certaine manière. Tu disais, ça aussi c'est rarissime dans un film de 47, enfin on comprend que la femme, la mère, l'épouse, bat sa petite fille, l'oreille qui saigne, cette violence comme ça domestique, de même que le film montre l'effet d'un divorce sur les enfants. À part le film de Richard Fleischer de 46, Child of Divorce, bon, c'est pas un thème fréquent. Et puis, il y a encore juste une chose, j'ai lu, alors ça je l'ai lu en lisant un article de Tim Cook sur Daisy Kenyon. Je pense que pour un spectateur américain de 1947, l'allusion est claire, il la reçoit. Nous, on le reçoit aujourd'hui en 2025 comme un gag de début de film. Mais au tout début, quand le chauffeur du taxi explique à Dana Andrews qu'il n'y a plus assez de chauffeurs de taxi aujourd'hui pour le nombre d'habitants new-yorkais, et lui explique que, en fait, il faut comprendre que des chauffeurs de taxi manquent dans l'après-guerre. Et s'ils manquent dans l'après-guerre, c'est qu'ils sont morts au combat. Et ça, j'allais dire, je pense que pour le spectateur américain, c'est clair. Et que Preminger le met là, sous cette forme-là, ouverture, petite blague et ping-pong entre les deux, mais en fait ça signifie ça. Il manque des chauffeurs de taxi à New York parce qu'ils sont morts dans le Pacifique. Et ça, tout d'un coup, ça, évidemment, donne une autre dimension à cette ouverture, même si cette ouverture, elle est là aussi pour correspondre j'allais dire, à la clôture du film, puisque finalement, Henry Fonda lui rend à Dana Andrews la monnaie de sa pièce en le mettant cette fois dans son taxi. Et puis c'est une phrase qui dit aussi la vision de Preminger, qui est une vision macro de la société. C'est quelqu'un qui a un point de vue sur la société américaine, c'est quelqu'un qui voit les choses de très haut. Quand il aura les moyens de voir les choses de très haut, il va y aller. Mais il a un rapport, dans sa deuxième partie de carrière, je trouve qu'il a un rapport quasiment érotique au fonctionnement des institutions, à l'envie de comprendre le monde. Je le dis un peu de manière un peu plate, mais c'est vraiment une envie de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir d'un seul coup, les taxis, comme tu l'as analysé, il y a toujours une envie de toujours plus de compréhension. J'aimerais revenir quand même sur le personnage de l'épouse d'Anna Andrews, qui est aussi très multifacette, c'est-à-dire que c'est une femme violente qui bat sa fille, mais qui nous est aussi montrée comme victime, c'est-à-dire qu'elle a le mauvais rôle aussi auprès de ses enfants, parce que, comme elle dit, Dana Andrews ne vient que pour les gâter. Là, on a quelque chose de très subtil sur le fait que, l'image de la mère se détériore, mais parce qu'en fait, elle prend tout en charge. Ça, c'est très très clair dans le film. Et puis, qui est transformée en... Je reprends un terme que j'avais dans une critique de Liaison coupable de Georges Cukor, mais c'est des femmes transformées en glaçons par la conjugalité, par le mariage malheureux. Et là, on voit vraiment une sorte de frigidité existentielle, généralisée, qu'elle incarne parfaitement. Et là où le film est très, je pense, prophétique, c'est que on voit que le divorce est une institution qui va devenir plus importante que le mariage. Et on a vraiment cette conception du divorce, je pense à Kramer contre Kramer, Marriage Story, l'importance du divorce aux États-Unis. C'est ça que le film nous dit aussi. Il y a un moment où l'amour ou les liens entre les hommes et les femmes
qui ne sont plus seulement quadrillés par le mariage, mais par la psychanalyse et par le droit et par le divorce. Et c'est ce nouveau changement de paradigme que le film essaye d'attraper en faisant l'instantané. Et je pense que c'est ça qui intéresse aussi Preminger, qui a toujours cette vision macro. C'est-à-dire, à un moment, c'est quoi les hommes et les femmes? Un dernier mot, et on vous donne la parole, parce qu'on voulait pointer ça, tu dis la dimension macro, la question de l'espace, et juste un mot sur, parce que il y a un passage du livre de Krish Fujiwara qui nous a beaucoup interpellés, et qui correspond au moment où il y a cette fuite en voiture. La fuite en voiture donc, de Daisy Kenyon dans la neige, la voiture se retourne, le bruit insistant du téléphone, la musique, enfin, tout ça est très agressif. Puis elle a l'accident, elle fait son tonneau, elle sort, là plus de musique, plus de téléphone, plus rien, le silence. Et il y a un mouvement de caméra très prononcé à la grue, mais qui donne le sentiment d'un travelling arrière et qui ouvre le champ. Et donc... Ok, je vais lire. Oui, donc c'est dans Fujiwara, je pense que c'est, de ce que j'ai lu sur Preminger, c'est la chose la plus juste et qui correspond au sentiment que j'ai eu en découvrant Preminger, donc il y a 10 ans ici à la Cinémathèque et à Locarno, où je pense que j'avais pas forcément l'habitude de regarder la mise en scène dans les films, et de sortir à chaque fois en me disant il s'est passé quelque chose, je sais pas trop quoi, mais il y a une sorte d'encre invisible qui a essayé de me dire quelque chose, et cette encre invisible, c'est la mise en scène. Je sentais qu'il y avait un truc pas normal, mais j'ai mis du temps à mettre les mots dessus, et Fujiwara le dit très bien hein, dans ce passage que je vais vous lire. Donc il parle de cette séquence de l'accident de voiture, il dit que la caméra est alignée sur un processus spirituel. Le retour de la grue dans la voiture accidentée, est l'un des plus grands gestes de Preminger, la découverte de l'espace comme expansion du pouvoir d'action de l'individu, c'est-à-dire le remplissage progressif de l'espace par la conscience. Le mouvement de la caméra suggère une action réciproque. La conscience s'étend pour remplir l'espace, tandis que l'espace s'étend à son tour, créant plus de place pour la conscience. Et il continue après, créer de l'espace, ouvrir le film et les personnages à un monde plus vaste, placer les pauses et les vides dans le film comme des espaces de réflexion, trouver des moyens autres que l'action dramatique pour exprimer les dilemmes et les décisions des personnages, ces tendances sont clairement en contradiction avec le style de cinéma préféré de Zanuck, et la poursuite de ces tendances par Preminger dans Daisy Kenyon sont la preuve de sa capacité à faire un travail personnel à la Fox. Donc on a cette équivalence absolument géniale décrite par Fujiwara entre plus d'espace, plus de conscience, et qui peut-être, moi je pense que ça me semble être le truc décisif chez Preminger, c'est-à-dire comment on met toujours plus d'espace dans les films. Donc après ça va donner ces grandes formes, ces grandes fresques de la deuxième partie. Et même, je pense à un film comme Bunny Lake is Missing qui m'avait frappée, parce que c'est un film qui ne tient que sur une idée, c'est-à-dire comment on va avaler toujours plus d'espace. C'est-à-dire les personnages n'arrêtent pas de marcher, de courir. Il y a vraiment cette idée on va gober de l'espace, on va dévorer de l'espace. Et ça m'avait frappé à quel point le film était quasiment schématique et abstrait sur cette question. Et j'ai l'impression que c'est là que se joue la mise en scène de Preminger. C'est-à-dire, déjà il y a ce premier plan au début de toujours reculer, de dilater la conscience de son héroïne au début du film. Hein. Il y a un plan comme ça dans son appartement, un peu dans le noir. C'est le moment où elle a tenté de rompre pour la première fois au début avec Dana Andrews. Il est parti, elle a échoué, il se met à pleuvoir, et là il y a un court travelling arrière, mais elle est dans le noir. On la sent pensive, mais il n'y a pas, en tout cas, la conscience est confuse, comme elle le dira plus tard, et puis surtout, l'espace manque. C'est ça, et puis c'est comme tu le dis, c'est-à-dire on dilate sur de l'espace noir. Et puis à la fin, on dilate sur de l'espace blanc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, d'un seul coup, c'est la clarté. Et moi je trouve que l'utilisation de l'accident de voiture dans le film est absolument géniale. C'est-à-dire que normalement, un accident de voiture, c'est un péril, ça vient en bout de film pour... c'est vraiment quelque chose qui met en péril la vie du personnage. Là, c'est la première fois que je vois un accident de voiture positif, c'est-à-dire
ça secoue, c'est vraiment Joan Crawford dans une boîte qu'on secoue et ça lui remet les idées en place. Mais elle le dit, hein. Voilà, et elle sort de la voiture et tout va bien, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça. Elle dit j'ai de nouveau les idées claires, le shock treatment. On lui a mis la tête dans des glaçons, quoi. C'est vraiment juste ça. C'est donc c'est bien la preuve qu'on est sur que le sujet de Preminger, c'est la conscience, quoi. Qu'on est sur le registre de la conscience, donc de l'inconscient, de est-ce que ce sont des êtres qui sont transparents à eux-mêmes, ou opaques à eux-mêmes, puis l'inconscient qui débarque, qu'est-ce qu'on fait, et que tout est une question d'obscurité et de lumière, et de aller vers plus de conscience, mais même pour Preminger lui-même. Hein. Quand il parle du cardinal ou de Anatomie d'un meurtre, il dit que ce qui le fascine, c'est le fonctionnement de la justice, c'est l'Église, c'est d'abord plus de conscience pour Preminger, c'est-à-dire je veux comprendre les choses, je veux comprendre le monde, je veux comprendre les institutions, et donc c'est un mouvement qui le concerne d'abord et surtout, et qui montre que, ça c'est Fujiwara qui dit qu'il y a une continuité entre la première partie de sa filmographie et la deuxième, et qu'il y a des rimes permanentes entre des choses qu'il n'a pas pu faire mais qu'on voit quand même apparaître dans les films de studio et qu'il va dans la deuxième partie, et avec toujours cette question comment on pousse les murs, enfin voilà, c'est cette question de agrandir l'espace, voir plus, voir mieux, c'est toujours comment pousser les murs de sa propre conscience et de la conscience du public, hein. C'est là qu'on retombe sur la question du film adulte, et après ça va être une question, je prends un film comme La Lune était bleue, qui est donc vraiment ce film qui coupe sa filmographie en deux et qui coupe aussi Hollywood en deux, parce que c'est un moment, c'est un moment de défi de la censure. Ouais. C'est un moment de retournement, enfin où Preminger vraiment défie la censure et décide de sortir le film sans le tampon du code de censure, donc c'est un film un peu hors la loi. Et il va faire pourquoi ? Parce que il y a des mots qui plaisaient pas à la censure, vierge professionnelle, enceinte, il y a plusieurs mots comme ça. Et, des mots tabous, des mots inacceptables. Et pour moi, Preminger, c'est vraiment ce genre, c'est comment on fait rentrer toujours un peu plus, on se bat pour un mot, deux mots, une image, on fait rentrer encore plus de choses dans les films. Il y a toute cette scène magnifique dans Anatomie d'un meurtre où Anatomie voilà, où le juge se demande comment on peut appeler une culotte. Il dit est-ce qu'il y a un autre mot moins vulgaire, moins choquant pour parler de panties, et là c'est vraiment, je pense, Preminger qui nous parle de son travail, c'est-à-dire bah non, en fait il n'y en a pas d'autre, donc on va dire panties. Et donc il se bat mot après mot, en fait, pour faire rentrer encore plus de réalité dans ses films. Et ce que tu disais sur la question de l'espace, enfin la conscience qui progresse dans un espace qui s'agrandit, nous ramène à ce qu'on disait sur la vraie fin du film, c'est le moment où elle dit vous allez repartir à New York tous les deux dans votre taxi. Ça, c'est la fin du film possible, et puis il y en a une autre. Voilà. Alors, juste pour, ce qui m'avait frappé dans Crime passionnel et dans ce film, c'est l'idée que je trouve aussi très contemporaine, que la personne qu'on a en face de soi, ce n'est pas celle à qui on pense. C'est-à-dire que Joan Crawford, quand elle a Henry Fonda face à elle pense à Dana Andrews, et cette idée qu'en fait on est absent de la situation, et que je pense que Preminger, cette idée, il la développe beaucoup avec le visage de Dana Andrews, qui a quelque chose d'un peu poupin, d'à la fois glacé, en même temps, c'est comme l'idée que finalement la maîtrise c'est de l'impuissance, c'est l'idée que cette froideur, ou cette impassibilité du visage de Dana Andrews fait passer quelque chose de l'ordre d'une sentimentalité ou d'une absence, et pour moi c'est vraiment le film jumeau de Crime passionnel sur cette idée en fait que nous ne sommes pas le présent, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez une question, une réaction, un désir de prendre la parole ou pas? Mais si vous le voulez, c'est possible, monsieur, là devant. Attendez, juste, il arrive, voilà. Au troisième rang, voilà, merci. Dans la société américaine et sa vue, on peut remarquer qu'il s'adresse aux professions libérales les plus puissantes, les juges, là, avec des concussions entre les différents cabinets.
La seule profession où on peut prendre 2 mois ou 3 mois de vacances, aller pêcher la truite, etc. C'est une vision toujours exacte de la société américaine. Bien, je propose de Et regarder. j'adore aussi le fait que la pluie agrandit le studio, enfin sort du studio plusieurs fois dans le film. Ah bah, il y a des événements météorologiques, ce qui va avec l'idée de faire entrer le monde même sous forme de climat. Il pleut, il neige, il y a une présence. Mais de toute façon, là aussi, Preminger, je pense, avait un rapport ambivalent au studio, c'est-à-dire que pour faire rentrer du monde, il avait très très envie et il allait souvent filmer en intérieur réel ou en extérieur réel. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question? Oui, monsieur. Là. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai vu plusieurs films cette semaine, donc je suis toujours dans la fascination de la mise en scène, des mouvements de caméra, du découpage, etc., qui est magnifique. Le retour sur les personnages, j'ai vu L'Homme au bras d'or, et pareil, la dichotomie entre deux personnages, entre le choix entre deux vies, deux carrières, de deux personnages. Mais juste là, je voulais revenir sur le film qu'on a vu, et à la toute fin, j'ai pensé à Chaîne conjugale de Mankiewicz, qui est de 49. Voilà, sur les films de femmes. Et alors, j'ai plus trop de souvenirs de Chaîne conjugale, je sais que j'avais beaucoup aimé le film, mais je ne sais pas, après les tenants et les aboutissants de Chaîne conjugale, si ça peut être approché de... Dans mon souvenir, c'est 3 femmes sur un bateau. Bon, c'est un peu blague, mais c'est 3 femmes sur un bateau où il y a une lettre d'une quatrième qui dit je vais partir avec. Mais je pense que je suis d'accord avec vous parce que le point commun entre Mankiewicz et Preminger, c'est cette idée de prendre conscience, jouer avec l'idée de clôture hollywoodienne, de happy end, de tout est bien qui finit bien, et à l'intérieur de ce cadre. Voilà, balisé, quadrillé, essayer de distendre l'élastique et de créer l'angoisse en fait, c'est-à-dire une femme qui va se retrouver seule dans Chaîne conjugale sans son mari, et comment l'adultère du coup devient une manière d'instiller de l'angoisse dans la clôture hollywoodienne. Et je pense que c'est vraiment deux cinéastes qui ont un peu cette sophistication, deux intellectuels, ce qui n'est pas... en plus, Mankiewicz, c'est un peu un intellectuel revendiqué. Preminger, il jouait sans cesse un double jeu. Mais en tout cas, pour moi, ils sont à un même moment en fait, du classicisme tardif qui fait que les choses vont commencer à s'ouvrir et à ne plus se résoudre. Oui, bonjour. Je voulais juste... c'est une remarque par rapport à John Crawford qui a du début à la fin, qui est très inquiétante, et on l'aime comme ça, on l'aime par justement son expression très 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 ténue comme ça, mais parfois justement c'est en contretemps, à contretemps avec les autres acteurs, et il y a quelque chose qui est justement gênant, même cette expression très très ténue dans les yeux et très menaçante, très inquiétante. Presque, bon, on pense bien sûr à Baby Doll, mais à Baby Jane. Mais il y a quelque chose qui est justement donc, et c'est comme le tempo du film. C'est pas une critique, mais on n'arrive pas. C'est un tempo qui n'est pas, il n'y a pas de tempo, et donc on a du mal. Enfin, moi j'ai eu du mal à accrocher. Voilà, mais c'est tout. Mais c'est pas une critique en soi. C'est-à-dire que on sent aussi un désarroi. Il est autrichien, Otto Preminger, et là, il est pris dans les affres de la 20th Century Fox, et justement, dans ce film, c'est très remarquable. Alors que dans le film, par exemple, avec le même acteur, où il est fabuleux, et ça pourrait être un film muet, avec Gene Tierney, qu'on a vu la semaine dernière. Laura Non, Laura, bien sûr, mais l'autre, avec le docteur Corvo. Ah, oui. Et là, il y a quelque chose où il entrave un peu. On retrouve Otto Preminger, autrichien, c'est-à-dire européen, et toute son audace. Et là, je trouve que c'est un peu gommé. Et c'est dommage. Et qu'il y a trop de John Crawford. Enfin, moi, je ne suis pas fan du tout de elle. Donc, et elle n'est pas très...
attachante, et que donc toute cette audace qu'il lui procure, à la place de la sienne, qu'il efface, et qu'elle a dans ce jeu où elle domine la situation. Voilà, On va essayer de vous répondre. Voilà, oui, parce que tempo et effacement justement de ce qui était Preminger. Voilà. Pour moi, ce n'est pas son meilleur film du tout. Merci. Bah, vous pouvez tout à fait le dire, vous pouvez critiquer le film, il n'y a aucun problème. Non, j'ai une phrase qui m'est revenue sur Crawford qui parle de Preminger. C'est une citation, ne coupez pas voilà, mes propos. Elle dit Preminger était un homme que j'aimais beaucoup, il avait quelque chose d'un juif nazi, mais je l'aimais beaucoup. Voilà, ça c'est Crawford. Et c'est vrai que je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que dans Laura ou dans Corvo, je pense qu'il y a quelque chose il y a un maître de l'espace, il y a quelqu'un qui maîtrise l'espace et qui est le prolongement de Preminger, lui-même maître de l'espace. On a quelque chose comme ça d'un grand magicien. Et là, donc, le docteur Corvo en question. Oui, voilà, le docteur Corvo, puis même le cardinal. On a vraiment cette idée comme ça d'un grand mage qui tire les ficelles. Et c'est toujours la question chez Preminger, c'est qui maîtrise l'espace. Et là, déjà, on est sur un film construit sur 3 personnes, enfin même 4 personnages. Donc il y a un truc un peu désaxé par rapport à la dramaturgie habituelle et qu'on retrouve souvent chez Preminger. Il y a vraiment cette manière comme ça de désaxer les scénarios, de tenter d'autres choses, d'expérimenter, de sortir vraiment des narrations habituelles et qui crée un truc où on ne sait jamais où on est. On ne sait plus trop où on est et de fait, personne ne maîtrise rien aussi. Donc ça devient... je pense qu'il n'y a pas la jouissance de voir un personnage maîtriser quelque chose aussi. Qui est Après, habituellement dans ce ses que je films. comprends, c'est que effectivement, c'est ce qu'on a essayé de dire. Crawford, tout en jouant avec les autres, bénéficie d'un régime esthétique qui les coupe en même temps des autres, parce que la manière dont elle a été éclairée et montrée n'est que pour elle. Donc ça crée aussi, voilà, il y a un cahier des charges, mais qui crée de la discontinuité visuelle. Quoi. Oui, puis c'est une drama queen, quoi. C'est vraiment c'est-à-dire qu'à l'intérieur du film, il y a son film, il y a un peu son show de drag queen, quoi, dans le film, et c'est ça qui est génial chez elle et qui est très drôle. Le blanc de ses yeux est particulièrement scruté. En fait, et puis c'est surtout une actrice. Je pense que je sais plus qui en parlait, mais c'est une actrice du muet dans le cinéma parlant aussi. Donc c'est quelqu'un qui fait tout le temps, et ça c'est très drôle de voir comment, voilà, il y a un film dans le film pour les actrices, et comment on a toujours l'impression d'être dans un film noir avec elle. Alors, calme-toi, enfin, ça va, c'est une histoire d'amour, et voilà, c'est toujours du sur-régime permanent, et comme toutes ces actrices, c'est pour ça qu'ensuite elles vont être récupérées, imitées par les drag queens et tout ça, c'est parce que c'est too much à chaque fois. Ce que tu dis explique d'une certaine manière que lorsqu'il y a quelques années aux États-Unis, le film est ressorti en DVD, ils l'ont ressorti dans une collection film noir. Ben voilà, c'est ça. C'est comme Mildred Pierce qui aussi, enfin, pour le coup, qui a un woman's picture tramé de film noir, et ce truc de je mets du film noir partout, c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est tout intensifier, il faut en faire des caisses à chaque fois, quoi. Et c'est ça qui est génial chez elle. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais juste réagir à ce que disait madame et à vous. Enfin, moi, j'étais très étonné parce que justement, John Crawford, il y a une sorte de dureté dans son visage, et j'étais très étonné dans ce film de voir, il y avait des moments où il y avait une grande tendresse qui affleurait sur son visage, et là, j'étais vraiment totalement scotché, parce que pour moi, j'associe pas du tout John Crawford à ça, en particulier quand elle est en face de Dana Andrews. Et il y a aussi des séquences où il y a une sorte d'ironie, beaucoup d'humour dans son visage. Et donc là, vraiment, justement, moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappé dans ce film, ça n'engage que moi, c'est justement que tout d'un coup, John Crawford, il y avait autre chose que l'image, la dureté du visage qu'on connaît, et qui est une sorte d'archétype qui bouge pas, et tout d'un coup, il y avait autre chose qui effleurait, qui était vraiment super, quoi. Vous avez vu une émotion sous le masque. Non, vraiment, c'est très réussi, très étonnant. Mais voilà, c'est le visage de John Crawford comme test de Rorschach. Oui, il est vraiment travaillé comme un paysage, puis c'est vraiment quelqu'un qui se redessine un visage, d'abord par le maquillage, ensuite par la lumière, ce rouge à lèvres qu'on appelait effet barbouillé, qui était sa marque de fabrique. Enfin, donc et c'est vrai qu'elle a une tendance à, d'un seul coup, elle est toute en tension, et puis hop, elle
elle se liquéfie. Enfin, c'est vrai qu'elle a comme elle est très dure et qu'elle a un jeu très dur, et je crois que c'est Fonda qui disait, il y avait une tension, on sentait qu'elle était en tension permanente. Et du coup, comme elle est en tension, le moindre voilà, effet qu'on le voit. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, l'accident est critique dans le film. Vous dites, elle voit clair tout à coup, elle a tout vu. C'était fait exprès la neige? Ah ben c'est un choix, bien sûr. C'était exprès, il aurait coûté beaucoup moins cher de le faire sans la neige. D'accord. Vous avez votre réponse. Voilà. Donc, il a mis l'accent autrichien là. Je ne sais pas si la neige est autrichienne, mais en tout cas, le blanc a une fonction effectivement de révélation. Oui, c'est ça. Hein, voilà, le blanc fait voir. Ben, vous savez que le blanc fait voir. Ah, il y a encore une question là-haut. Peut-être que ce sera là. Ah, où ça? Non, là-haut, là-haut. Voilà, peut-être ce sera la dernière. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le comédien Henri Fonda, que j'ai rarement vu comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était dans ses premiers films ou peut-être pas, mais j'ai trouvé un personnage tout à fait détendu, compte tenu du background qu'il avait avec la guerre et tout. Il est doux, il est magnifique. Et moi, alors qu'on a tellement l'habitude, enfin, moi, je parle pour moi, j'ai plutôt des souvenirs de l'avoir vu toujours en force. Et voilà, je voulais dire ça sur... Oui, parce qu'il est, ce que je disais au début, c'est qu'il ne voulait pas jouer parce qu'il n'est pas sur son territoire. En fait, c'est des acteurs qui sont sur le territoire de Crawford, là, et du Women's Picture. Mais il a cette douceur que je trouve voilà, très mielleuse, très belle, cette manière de jouer presque en chuchotant qui est très belle et qui, en même temps, se retourne comme un piège. Enfin, c'est ça que je trouve très beau dans le film, c'est comment la douceur d'un homme, la vulnérabilité d'un homme, il en joue tellement, oui, ma femme est morte, qu'il va attraper Crawford par là. C'est ça que je trouve génial. Ben, il a ce qu'on comprend à la fin, par-delà sa nonchalance, par-delà cette forme de nonchalance ou de souplesse, je dirais quand même une caractéristique du jeu de Fonda. Enfin, même la manière dont il sort du taxi. Enfin, il y a une manière comme ça d'être au monde, mais on comprend à la fin, vous l'avez compris, qu'il avait un plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est en quelque sorte rétabli psychologiquement grâce à elle et grâce à ce mariage, il lui laisse un espace, là encore à elle, pour savoir quels sont ses sentiments ou les exprimer. Et puis il dit à la fin, lorsqu'on en vient à la tactique de combat moderne, là vous êtes tous des bébés à côté de moi. Donc on comprend que ça relève aussi d'une stratégie, lui qui était dans les tanks Sherman et qui a libéré Rennes, on comprend qu'il applique au temps de paix une stratégie qu'il a apprise pendant la guerre. Pris sous vraiment de stress post-traumatique, hein, le mot n'est pas dit, mais voilà, c'est vraiment aussi des premières occurrences de ce truc-là. Mais oui, il y a un jeu très louvoyant entre le serpent et l'agneau, quoi. Voilà, parce qu'il passe son temps à s'absenter. On les connaît. Un peu, oui. Il a cette manière de s'absenter et de surprendre. Lorsqu'elle lui dit « I love you », elle s'attend à ce que devant la fenêtre où il pleut, il l'embrasse, ben il s'en va et il va servir de verre. Voilà, c'est sa manière à lui de célébrer le moment. Il est tout le temps, et elle lui dit d'ailleurs, mais vous rendez tout confus, elle le déstabilise, littéralement, et c'est aussi pour ça qu'elle l'aime. Bon. C'est juste à cette scène où ils sont assis sur l'escalier, il y a un couple qui passe, à rien, je trouve que c'est génial. Alors la scène où il s'assoit sur les marches, la première marche. Chez elle, elle ouvre la porte, et il voit qu'il ne s'arrête pas, il regarde devant lui, enfin, tout
Voilà, toute la séquence est incroyable. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a un couple, Ouais. j'allais dire, tradit, Oui, c'est ça. qui descend et Ouais. qui passe entre eux, quoi. Ouais, c'est génial ça. Bon, allez. Mille merci Muriel Joudet, mille merci à vous et à suivre. Bonjour.